Merci beaucoup. Donc, mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, je vais donc essayer de vous restituer les débats que nous avons eus autour de cette thématique qui concernait l'apport de la génomique dans la médecine de demain et en réfléchissant sur les applications cliniques et les enjeux. Donc, en introduction, on peut dire que dans les années 90, a été lancée une très très grande opération internationale, une collaboration qui avait pour objectif de séquencer complètement le génome humain. Et au bout d'une quinzaine d'années, en 2004, le premier séquençage complet du génome, il a été mis à disposition de la communauté internationale au prix de plusieurs milliards de dollars. Et ce fut le début d'une grande histoire puisque au même moment il y avait un essor dans les progrès notamment des outils de biologie moléculaire, de l'informatique, de la miniaturisation. Et tout ça a fait que petit à petit cette technique est devenue plus accessible. Et aujourd'hui, un sujet peut envoyer un cheveu, un peu de salive par Internet à l'étranger, parce qu'en France, ce n'est pas encore le cas, et puis avoir un séquençage de son génome. Donc, dans ce contexte-là, on a mis autour de la table des gens qui avaient des compétences, évidemment, en génétique, des scientifiques, et des personnes de la société civile, des représentants d'associations de patients qui ont eu des réflexions très intéressantes, une personne qualifiée en éthique, parce que évidemment ça soulève des problèmes éthiques, et des industriels et des académiques pour réfléchir à ces sujets. Donc il y a diverses questions qui sont soulevées, évidemment, qui sont d'ordre médical. Qu'est-ce qu'on fait de ces résultats? Qu'est-ce qu'on propose comme voie de recherche? D'ordre technique, puisque là on se retrouve avec des technologies ultra-modernes qu'il faut savoir mettre en œuvre, et puis évidemment des réflexions autour des effets sur la société civile, sociologique, et évidemment les modèles économiques. Donc l'objectif de cette table ronde, c'était de mener une réflexion sur les applications scientifiques, et puis tous les enjeux opérationnels et sociétaux, afin de formuler des recommandations pour permettre de mieux associer la génomique et la médecine de demain. Donc le plan que nous vous proposons est le suivant. Je ferai d'abord un petit rappel quand même sur aujourd'hui le contexte national, avec un vaste plan qui a été lancé, qui s'appelle le plan France Médecine Génomique, qui permet d'avoir en France aujourd'hui un système qui est un peu novateur et en tout cas en pointe au niveau international pour l'étude de cette problématique. Et puis ensuite les applications scientifiques, donc pour la prévention, le diagnostic, la thérapeutique, et les défis opérationnels que nous avons divisés en divers enjeux, les problèmes techniques et logistiques que pose la mise en place du séquençage complet du génome, et puis les problèmes d'organisation, de formation, puisqu'on est face à des nouveaux métiers, notamment, et qu'est-ce qu'on fait, comment on forme les gens, les enjeux réglementaires qui accompagnent cette technologie innovante. Et puis, on ne peut pas parler de génomique sans parler aussi de données massives et comment intégrer cette donnée supplémentaire au big data dont tout le monde, évidemment, a entendu parler aujourd'hui. Dernier point, les enjeux éthiques dont je parlais tout à l'heure, et enfin les problèmes de soutenabilité financière et des modèles économiques. Donc un petit mot sur le plan France Médecine Génomique 2025. C'est un plan qui a été lancé en 2015, qui a été placé sous la responsabilité opérationnelle de Avisan, et dont l'objectif est d'intégrer les analyses génomiques dans la pratique clinique. Alors c'est une vaste question. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut trouver des indications validées et puis développer toute une filière nationale de la médecine génomique, évidemment avec des partenariats publics-privés, puisqu'il y a des gros investissements à faire. Ce plan prévoit de déployer des plateformes. Alors à terme, il devrait y en avoir 12 disséminées sur le territoire. À l'heure actuelle, il y en a 2, une à Paris et une à Lyon. Et un collecteur d'analyse des données qui permettra de traiter ces données massives qui vont arriver à la fois de génomique, donc des données génotypiques et des données phénotypiques. Et dans le cadre du plan, 4 projets pilotes ont été lancés. L'idée, c'est de voir si on peut faire la preuve
de l'utilité du séquençage complet du génome dans certaines indications, et à terme, est-ce que ça vaut le coup de le rembourser? Donc, il y a un projet dans le domaine de la cancérologie qui s'appelle Multipli, un projet dans le domaine de la déficience intellectuelle, donc là plutôt maladie rare, c'est Défidiag, un projet dans le diabète atypique qui s'appelle Glucogène, et puis une cohorte en population générale qui permettra d'avoir une espèce de carte d'identité des variants génétiques en population générale qui s'appelle PopGen. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que ces 4 projets pilotes, en tout cas, Multipli, Défidiag et Glucogène sont tous 3, le promoteur c'est l'INSERM, mais tous les aspects organisationnels ont été confiés au centre d'investigation clinique. Donc, il y a 3 CIC qui s'occupent de ces projets, Bordeaux, Dijon et Rennes. Et donc, moi, je me suis pas présenté, je suis désolé, mais je suis professeur de pharmacologie à la faculté de médecine de Rennes. Et je suis aussi responsable du CIC de Rennes. Donc c'est pour ça que je vous parle un petit peu de ces projets que je connais bien. Un intérêt qu'on a dans cette aventure-là, c'est qu'on essaie de coordonner un petit peu les actions des 3 CIC et au lieu que chacun gère les études dans son coin, de mettre en commun un certain nombre de problématiques qui se posent, notamment sur le circuit génomique, qu'est-ce qu'on fait du prélèvement à partir du moment où on prélève un tube de sang chez le patient et le moment où on va avoir un résultat génétique. Et on va voir dans la suite de la présentation que ça pose beaucoup de problèmes, il y a encore pas mal d'inconnus. Et puis tous les aspects organisationnels des essais, donc la mise en place des essais dans tous les centres, puisque ce sont des essais nationaux qui se déroulent dans beaucoup d'hôpitaux, quasiment tous les CHU sont impliqués, et le monitoring des données, etc., etc. Donc tout ça est coordonné. Et puis on a aussi fait appel au CIC de Nancy pour tous les aspects médico-économiques, puisque là-bas, ils pilotent un réseau qui s'appelle le réseau RECAP, qui est un réseau labellisé par FCRIN et qui a une spécialisation en études médico-économiques. Donc vous voyez, on est là sur vraiment des enjeux nationaux et une coordination de ces projets pilotes dont on attend beaucoup. Alors, voyons maintenant un petit peu les applications cliniques et scientifiques. Donc, en fait, le début de la réflexion est de se dire, si on fait du séquençage complet du génome, on va avoir énormément d'informations, parfois de l'information qu'on n'attendait pas, parfois de l'information dont on ne sait pas trop quoi faire. Et puis, finalement, on veut aller vers plus de médecine personnalisée, et ça sera le cas avec la génomique, puisqu'on va avoir des données très personnelles, génétiques, avec peut-être l'identification de prédispositions génétiques, par exemple, si on est dans le domaine de la prévention. Peut-être possibilité d'avoir encore plus d'informations sur une typologie de maladies, et c'est le cas par exemple pour les maladies rares ou les cancers actuellement, mais pas seulement. Et puis en thérapeutique, on peut espérer aussi mieux prédire l'efficacité ou l'inefficacité d'un traitement, ou encore l'apparition d'effets secondaires. Il est probable qu'à terme, on connaîtra mieux la faculté d'un individu à répondre ou pas à un traitement lorsqu'on lui donnera. Et ça, c'est très important. D'autre part, au-delà de ces aspects préventifs, diagnostiques ou thérapeutiques, on s'aperçoit qu'on manque de beaucoup de données. Donc on est en face d'une situation où on a de formidables outils, mais on ne sait pas encore très bien s'en servir. Et notamment des données sur le vécu de la population. Comment réagissent les gens lorsqu'on leur donne, voilà votre patrimoine génétique, voilà le risque, tant de pourcents de risque d'avoir telle maladie, tant de pourcents de risque d'avoir telle maladie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et en plus, c'est pas parce que j'ai une mutation que j'aurai la maladie. C'est évident. Donc il y a une notion d'incertitude là-dedans, il y a une notion probabiliste. Comment c'est vécu par les patients ? On n'en sait rien. Quelles sont les conséquences psychosociales de cet afflux d'informations ? On n'en sait rien. Et puis, évidemment, ça va faire évoluer la société. C'est évident. Aujourd'hui, quand on voit qu'une personne peut envoyer par courrier, s'étant connecté sur un site internet, des prélèvements à l'étranger pour avoir sa carte génétique, ça, forcément, ça va entraîner des évolutions dans les comportements sociétals. Donc, qu'est-ce qu'on peut
faire comme recommandation, nous, dans notre humble table ronde de GIEN. Donc on s'est dit déjà, beaucoup d'informations, beaucoup de possibilités, donc est-ce qu'on ne pourrait pas commencer par faire des recherches plus ciblées sur des pathologies, ou en tout cas aller rechercher des mutations sur des choses qu'on appelle actionnables, c'est-à-dire qu'on recherche les mutations sur lesquelles on pense qu'on peut avoir un effet. En tout cas, qui peuvent prédire un problème de santé sur lequel on pourrait agir. Plutôt que de faire des analyses systématiques, comme c'est le cas un peu aujourd'hui, en l'absence de tout cadre réglementaire, ou en tout cas en l'absence de tout contrôle, à visée soit récréative, j'ai envie de connaître mon génome, voire généalogique. Et là, on tombe encore dans d'autres problématiques. Donc, privilégier des études ciblées. Ensuite, il faut aussi mieux intégrer les connaissances de pharmacogénomique. J'en ai parlé un petit peu. L'idée, quand même, ça serait vraiment super si on pouvait avoir une carte d'identité des variants à risque d'effets indésirables médicamenteux, de manière à améliorer encore plus la balance bénéfice-risque lorsqu'on prescrit un traitement. Ce serait l'idéal. Si, en fonction de mon patrimoine génétique, je peux prédire, ou du patrimoine génétique de mon patient, je peux lui prédire qu'il a tant de pourcents de chances de répondre au traitement, et puis il y a un autre traitement, une autre molécule auquel il pourra peut-être mieux répondre, je vais peut-être prescrire l'autre molécule. Et puis après, évidemment, il y a aussi la notion d'effets indésirables liés à ces médicaments. Donc, nous, on pense qu'il y a beaucoup d'études à faire, évidemment, et c'est une notion importante. Et puis, pour l'ensemble de ces études, il faut qu'on conserve quand même toujours en tête la notion de niveau de preuve et donc d'exigence méthodologique pour mener ces études. Alors c'est le cas dans les projets du pilote du plan France Médecine Génomique dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui donc sont gérés, dont la méthodologie est gérée par des experts méthodologistes. Mais il est important quand même de ne pas se limiter à juste des études observationnelles, mais de poser des vraies questions et d'inclure à des patients des tailles d'échantillons qu'on a calculées sur des critères de jugement qu'on aura définis avec une exigence méthodologique qu'on applique aussi pour les essais cliniques. Au niveau opérationnel, alors là, il y a plein d'enjeux. Il y a plein d'enjeux, donc je les ai un petit peu regroupés sur cette diapositive. Il y a des enjeux qui sont d'ordre technique, logistique ou organisationnel. Et là-dedans, on place évidemment l'évolution rapide des technologies et les problématiques d'accès aux plateformes. Puisqu'aujourd'hui, il y a 2 plateformes. Et à terme, je vous l'ai dit, le plan France Médecine Génomique prévoit d'en mettre 12 sur le territoire, avec un espèce de maillage qui permette à n'importe quel individu sur le territoire français, même en Outre-mer, d'avoir accès au séquençage du génome. Donc ça c'est bien, mais une fois qu'on a prélevé le tube, qu'est-ce qu'on en fait? Et alors là, c'est là qu'on a commencé un peu à rigoler autour de la table, puisqu'on s'est aperçu que ça fait intervenir beaucoup de monde. Donc il y a une pluridisciplinarité des intervenants. Et ça, c'est très frappant, puisqu'il y a des généticiens. Et attention, il y a les généticiens cliniciens et les généticiens biologistes. Et puis il y a des bioinformaticiens. Et puis il y a des biostatisticiens. Et puis il y a des conseillers en génétique. Il y a des méthodologistes. Il y a des anatomopathologistes. Bref, il y a une multitude de gens qui interviennent autour de ce circuit génomique. Et pourquoi? Parce que l'interprétation est difficile. Et c'est pas juste je mets un tube de sang et je demande une glycémie. C'est pas du tout ça. On va avoir des données qui sont compliquées à analyser et qui sont compliquées à interpréter. Et donc, on a besoin de pas mal de compétences pour avoir un résultat qui soit le plus fiable possible. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut former tout ce monde-là. Donc il y a des personnels à former, tous ces métiers émergents, leur donner un statut, puisqu'on va avoir des nouveaux métiers, donc qui dit nouveaux métiers dit nouveaux statuts. Ce sont des gens qui interviendront dans le secteur hospitalier, donc ça veut dire que probablement il faudra des nouveaux statuts à l'hôpital, mais aussi dans le secteur privé, puisqu'il y aura des laboratoires privés qui vont évidemment se greffer sur ces thématiques-là. Il faudra préciser leurs enjeux de formation. Quel type de formation? Combien de temps? Est-ce que c'est des formations universitaires? Est-ce qu'on est sur des DU? Est-ce que ce sera des formations qualifiantes, diplômantes? Tout ça, on n'a pas de réponse aujourd'hui. Et puis les patients, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Il va falloir aussi faire un gros travail au niveau de la population générale pour expliquer qu'aujourd'hui, avec la génomique,
on est dans une notion d'incertitude. On ne peut pas garantir à 100% que c'est parce qu'on est porteur d'une mutation qu'on va avoir une maladie. Et donc on est sur des interprétations probabilistes de résultats. Et ça, c'est pas forcément simple à appréhender pour la population générale. Alors au niveau réglementaire aussi, il y a des vrais enjeux. Alors là, moi je ne suis pas biologiste, mais ça a été signalé par les généticiens qui étaient autour de la table. Il y a des problématiques d'autorisation d'exercice. Les plateformes de séquençage sont en fait considérées comme des plateformes diagnostiques et donc soumises à des particularités d'autorisation et d'agrément d'exercice. C'est la même chose pour la signature des comptes rendus. Donc des choses aussi simples mais qui nécessitent quand même des agréments et des accréditations. Et puis, bien sûr, on en parlait tout à l'heure, la problématique de la protection des données générées, puisqu'on est sur des données massives, et de la traçabilité de ces données, donc en lien avec la CNIL et le règlement général sur les données de santé. Et enfin, on a également abordé le problème de l'intégration de ces données génomiques dans le cadre plus général des données massives. Ça tombe bien puisque c'est quand même un sujet d'actualité. Et donc il faudra réfléchir comment, à la manière d'intégrer ces données en plus dans le vaste projet de Health Data Hub dont on entendra peut-être parler un petit peu plus tard dans la matinée. Donc les recommandations qu'on peut faire là-dessus. On a dit c'est un domaine avec une pluridisciplinarité importante. Et aujourd'hui, on a des exemples en pratique courante, et c'est le domaine de la cancérologie et des maladies rares, qui fait intervenir différentes compétences et qui, aujourd'hui, fonctionne avec un système de réunion de concertation pluridisciplinaire. On prend des décisions de prise en charge thérapeutique pour les patients aujourd'hui, après avoir fait une réunion qui intègre différentes compétences. Eh bien, on pense, nous, qu'il faut faire la même chose pour les données de génomique, et donc mettre en place des systèmes, des RCP, intégrés au parcours génomique. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a prévu dans certains des projets pilotes du plan France Médecine Génomique. Le projet du diabète, dont je m'occupe particulièrement, va fonctionner avec la mise en place de réunions de concertation pluridisciplinaire afin de réfléchir sur l'interprétation des données du séquençage complet du génome des patients, avec, en plus, leurs données phénotypiques d'exploration biologique, radiologique qu'on aura fait. Mettre en œuvre aussi les moyens d'assurer des délais de rendu de résultats adaptés. Ben oui, parce qu'on a dit il y a beaucoup de monde qui intervient là-dedans. Qui dit beaucoup de monde dit du temps. Et en fait, aujourd'hui, pour avoir un résultat génétique, c'est très long, plusieurs mois. Évidemment, si on veut que cette technique se développe et entre dans la routine clinique, on ne peut pas se satisfaire d'un rendu de résultat en plusieurs mois. Donc il va falloir réfléchir, et ça également encore, les projets pilotes nous y aident, à réduire ces délais. Et on estime, nous, aujourd'hui, que pour le projet que je connais bien, c'est-à-dire le diabète, on pourrait descendre ces délais à 3 mois. Bon, je ne sais pas si on y arrivera, mais il est évident qu'il va falloir qu'il y ait beaucoup de travail, de manière à harmoniser toute la chaîne de traitement de l'échantillon et de rendu de résultats, de manière à diminuer ces délais. Il faudra probablement aussi modifier le code de la santé publique. Par exemple, pour permettre de dissocier la phase analytique de la phase post-analytique, pour permettre de donner un agrément à un biologiste pour donner juste le résultat sans son interprétation, parce que l'interprétation pourrait être donnée par d'autres praticiens. Et les enjeux de formation, j'en ai parlé un petit peu, augmenter la formation en génétique pour les professionnels et pour les patients. Et on s'est dit que ce serait intéressant de mettre en place un système un petit peu centralisé d'information pour le public. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font les patients, ou même pas des patients, la population générale, quand quelqu'un veut des informations génétiques, il va sur Internet, comme tout le monde, et puis là, il y a énormément d'informations. Donc si on crée un site, alors nous on s'était dit mongénome.fr, enfin voilà, ça peut être, c'est un exemple. J'aurais peut-être pas dû le dire parce qu'il y en a qui vont déposer le nom. Et c'est fait, d'accord. Donc Mathieu Molimar. Et donc pour regrouper les différentes sources d'informations, ça serait quand même intéressant, avec quand même un contrôle sur ce qui est donné à la population générale. Et puis bien sûr définir le statut des nouveaux métiers dont j'ai un petit peu parlé tout à l'heure.
Bon, je vais rapidement sur l'intégration des données dans le cadre des données massives, mais il faudra réfléchir, on l'a dit, à cette intégration dans le S-Data Hub avec interopérabilité avec les différentes bases de données et définir l'environnement réglementaire qui va avec. Au niveau éthique, alors là, on sait... Bon, évidemment, il y a une grande réflexion éthique, ça intéressait beaucoup les associations de patients, nous aussi. Et finalement, on s'est dit, le fait d'avoir accès à ces données dont on ne sait pas trop quoi faire aujourd'hui, quand même, vont amplifier la notion de décision médicale partagée. Parce que le patient va avoir beaucoup plus d'informations en sa connaissance. Il ne faut pas négliger la connaissance des patients sur les pathologies. Tout le monde se renseigne sur Internet. Et donc, il y a une vraie décision. Il y a une vraie décision qui peut être prise en connaissance de cause entre le patient et le praticien. Donc, évidemment, il faut travailler aussi sur l'impact psychologique individuel et familial, parce que si on fait du séquençage, on peut découvrir des choses qu'on n'avait pas prévues. Alors ça s'appelle des données incidentales. Qu'est-ce qu'on fait si on découvre que finalement une pathologie familiale qui n'était pas connue, héréditaire? Qu'est-ce qu'on fait si on découvre que le patient a un fort risque de développer une pathologie grave qui n'est pas curable? Est-ce qu'il faut lui dire? Est-ce que le patient a envie de savoir? Ça, c'est une chose importante dont on a beaucoup parlé. Finalement, il faut qu'on arrive à s'adapter aussi aux attentes des patients. Peut-être que tout le monde n'a pas envie de tout savoir, et c'est bien comme ça. Et surtout, savoir qu'on a une maladie incurable, finalement, quel est l'intérêt? Donc, il y a toutes ces notions-là qu'il faut travailler. Évidemment, on a parlé du diagnostic préimplantatoire avec les risques de dérive eugéniste, la pression des assurances, avec le risque de surprime s'il y a des accès non contrôlés aux données génétiques. Et puis le problème des échantillons qui sont disponibles, parce que quand on va stocker des échantillons, notamment dans la recherche, eh bien, on peut réutiliser ces échantillons au fur et à mesure de l'évolution des connaissances pour aller rechercher d'autres choses. Donc, il y a un problème de consentement là-dedans. Quand un patient accepte de participer à une recherche, s'il y a une analyse génétique, il doit signer un consentement spécifique pour la génétique. Mais ces consentements, aujourd'hui, sont ciblés sur une recherche avec un objectif précis. Si on veut réutiliser ces prélèvements plusieurs années après, parce qu'on a découvert d'autres choses, eh bien, comment on fait? On ne peut pas réutiliser avec le consentement initial. Il faudra réfléchir sur une espèce de consentement dynamique. Donc là, il y a des réflexions en cours. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme recommandation? Prendre en compte l'attente du patient, on en a parlé un petit peu, intégrer cette notion d'incertitude et surtout avec le problème des découvertes des données incidentales. Donc peut-être plutôt dans un premier temps cibler les recherches génétiques sur des anomalies ciblées et actionnables. Deuxièmement, mener une réflexion sur la mise en place de consentement et le problème de la réutilisation des données. Et enfin, mettre en place un observatoire des effets sociologiques de la médecine génomique, de manière à pouvoir mener des études permettant de préciser un petit peu le vécu, les attentes des patients ou de la population, et d'améliorer la formation et l'accompagnement des personnes. Un mot sur la soutenabilité financière et économique, et là je vous préviens, je ne suis pas médico-économiste, donc les questions seront avec parcimonie s'il vous plaît. Mais en gros, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que ça coûte cher et qu'on n'a pas d'études médico-économiques aujourd'hui solides qui permettent de savoir, d'avoir un business model de la mise en place de la génomique. Donc, il va falloir mener des études, des évaluations médico-économiques très sérieuses en prenant en compte le caractère coût-efficace du séquençage complet. Et donc, finalement, il faut promouvoir des méthodes qui associe à la fois le coût complet des analyses et puis l'organisation, l'hétérogénéité des patients, de leur maladie. Voilà. Donc, et puis enfin, il faudra favoriser l'accès à des données robustes, c'est-à-dire que probablement chaîner ces études médico-économiques avec les données du PMSI, les données du Système national des données de santé, etc. Donc en conclusion,
La génomique est un sujet d'actualité en pleine évolution, qui constitue un enjeu majeur pour la médecine de demain. Et on voit avec les résultats de ces discussions qu'avant de diffuser son utilisation routine, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Des évaluations rigoureuses de l'intérêt pour le diagnostic, la thérapeutique et le pronostic. Et puis encore des questions auxquelles on doit répondre sur les aspects éthiques, réglementaires, l'organisation et les aspects économiques. Je vous remercie pour votre attention. Et puis vous avez ici la photo que nous avons prise à Gien avec les membres quasiment au complet de cette table ronde que je remercie vivement. On avait un rayon de soleil, mais on n'a pas eu 3 jours de soleil, je vous assure. On a eu des grosses trompes d'eau également. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Merci au groupe de travail. Et on voit qu'il y a encore un peu de travail à faire sur ce sujet. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ? Moi, j'en ai un peu. Alors, une première sur le médico-éco, mais c'est juste pour te charrier. Juste une question, et tu l'as noté, mais ce n'est pas une question technique. Et on sait qu'il y a une importance de l'évaluation médico-éco, et tu as mentionné le fait qu'il y a un éventuel remboursement. Est-ce que c'est un sujet que vous avez abordé avec la Haute Autorité de Santé en termes d'exigence de ce qu'elle attendait, elle, pour pouvoir donner un avis dans X années ? Alors, on n'avait pas la HAS autour de la table. Oui, mais tu le sais, ça. Oui, mais pas forcément à Gien. Mais non. En fait, nous, dans vos projets pilotes. Oui, dans les projets pilotes, alors, les 3 projets, donc diabète, cancer, maladies rares, intègrent une analyse médico-économique poussée, qui est harmonisée pour les 3 projets et pilotée par le réseau RECAP. Donc ça, effectivement, c'est un sujet très important et qui va nécessiter, il va y avoir des études assez poussées. Hein. On a prévu, notamment pour le projet diabète, un suivi des patients à 5 ans, de manière à pouvoir voir des événements et calculer un petit peu les effets sur la morbidité des patients. Est-ce qu'on a moins de complications quand on fait le séquençage complet que quand on n'en fait pas ? En somme, c'est ça l'idée. Et donc, ça coûterait moins cher. Donc voilà, mais c'est une vraie problématique parce que la question qu'il y a derrière le plan France Médecine Génomique, c'est en gros, est-ce que l'État doit rembourser ces analyses ? Voilà. Et donc on essaye de répondre à cette question avec 3 analyses médico-économiques poussées pour les projets pilotes. Et le calendrier, ça serait lequel sur que ce soit les 10 autres plateformes ou que ce soit la fin des projets pilotes ? Alors les projets pilotes, les inclusions ont commencé pour 2 des projets. Le 3e, les inclusions, je pense, débuteront fin de l'année. Si on est réaliste, on dira début 2020, parce que le temps d'avoir les autorisations. Là, on a terminé le protocole. On va faire une réunion investigateur à Marseille la semaine prochaine, intégrant tous les CHU de France. C'est quand même une grosse machine à mettre en route. Donc après, il faudra les autorisations CPP, ANSM, etc. Donc, voilà, et mise en place des centres, je pense que début 2020, ce serait raisonnable de dire qu'on aura commencé à inclure. Et pour le diabète que je connais bien, on a un suivi initial à 2 ans et une prolongation à 5 ans. Pas de questions ? Au-delà de la corrélation entre un variant et puis une pathologie ou un dysfonctionnement, est-ce que vous avez réfléchi à aller vers des tests fonctionnels confirme que le variant induit un dysfonctionnement? Alors, dans le cadre des projets pilotes, vous voulez dire ? Ou dans le cadre de la table ronde ? Sur le séquençage génomique, à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on va en faire? Ouais. Alors, c'est un peu la problématique de l'épigénétique, ça. Ouais. Pardon. Oui, donc Philippe Roussel des HL, je suis en transfert des technologies, partenariat avec les industriels. Les termes médicaux, je les maîtrise moyennement, mais globalement, quand on fait une corrélation entre des variants ou un variant et une pathologie, est-ce qu'on se contente de cette corrélation pour pouvoir obtenir un nouveau test, un remboursement, etc. Ou est-ce qu'on réfléchit à pouvoir démontrer sur des modèles que tel variant induit un dysfonctionnement? Ça, c'est la problématique de la mise en place des tests diagnostiques, alors, donc, que vous soulevez là. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on en soit encore là dans le domaine du séquençage complet du génome.
c'est vrai qu'à terme, est-ce que le séquençage remplacera des tests diagnostiques plus usuels? Probable, mais là, on n'en est pas encore là. En tout cas, ça n'a pas été abordé au cours de cette table ronde. Mais évidemment, les recherches à visée diagnostique font partie des recherches prioritaires. D'accord. En fait, ouais, dans la question, il y a le fait de pouvoir remplacer le test diagnostique usuel. Il y a aussi la question de aura-t-on besoin de coupler un test génomique et un test fonctionnel pour pouvoir faire la démonstration que la corrélation est bien avérée. Oui, pour la démonstration, c'est très probable. Il faut de toute façon corréler de nouveaux tests à un test de référence. Ça, il faudra le faire. Oui, c'est sûr. Merci pour votre présentation. J'ai une question sur le champ que vous avez exploré pendant votre discussion. Est-ce que vous avez porté votre attention sur les tests durant la grossesse ou la détection des maladies génétiques, de certaines maladies génétiques chez le nouveau-né? On l'a abordé à la fin sur la partie éthique. Bon, on ne s'est pas étendu non plus là-dessus parce que finalement, je pense que le débat, on n'aurait pas apporté grand-chose au débat. Tout le monde est bien d'accord que le risque de dérive génique est là et que voilà, il faut rester vigilant. Il faut un environnement réglementaire qui s'adapte à l'évolution des techniques. Ça, c'est évident. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu des évolutions réglementaires récentes qui, justement, n'allaient pas tellement dans ce sens. Mais je n'ai pas plus de précision là-dessus aujourd'hui. Mais effectivement, ça a été abordé. Oui. Oui, bonjour, Olivier Barraud, je suis un microbiologiste au CHU de Limoges et je me posais la question de savoir si dans vos réflexions vous aviez intégré, et si ça en fait partie d'ailleurs dans le plan de médecine génomique 2025, les données du microbiote qui certes ne sont pas des données patients, mais comme elles sont fortement associées aux patients, on peut les considérer aussi. Alors oui, très juste, mais non, on n'a pas abordé le problème du microbiote. On s'est focalisé sur le séquençage complet du génome, mais vous avez tout à fait raison. C'est une approche très similaire aujourd'hui qui fait d'ailleurs intervenir aussi la bioinformatique, etc. Mais non, on a ciblé sur le séquençage complet du génome. Parfait. Une dernière question. Bonjour, Marie-Noëlle Ngueyer, je suis responsable de la plateforme ICAREB, Investigation clinique et accès aux ressources biologiques ici à l'Institut Pasteur. Merci pour cette présentation et le fait que vous ayez montré le caractère multidisciplinaire de ces réflexions. Malheureusement, je n'avais pas pu participer aux ateliers eux-mêmes, donc très contente de pouvoir avoir accès à cette restitution. J'ai une question très précise et puis une question un petit peu plus large sur la présentation que vous avez faite, entre autres, des projets France Génomique. Tout d'abord, est-ce qu'il y a eu un financement précis de ce plan au démarrage ? Et du coup, au niveau de la gouvernance, puisque vous dites que c'est sous la responsabilité d'Aviezan, est-ce qu'il y a une possibilité que tous les résultats qui pourront être obtenus sur des individus précis soient mis par la suite à la disposition des différents partenaires, voire au-delà de la communauté scientifique ? Merci. Alors, le financement, oui, il y a un gros financement. Alors moi, je me suis pas occupé directement de ça, puisque c'est en fait le plan France Médecine Génomique est géré directement par le cabinet du Premier ministre. Donc il y a des financements pour la mise en place des plateformes, il y a des financements pour la mise en place des groupes de travail, il y a des financements pour les projets pilotes. Donc ça, oui, et les projets pilotes, ils sont gérés par le pôle recherche clinique de l'INSERM. Donc c'est pour ça qu'il y a un pilotage avissant avec plein de groupes de travail qui sont en place, et j'en ai parlé très succinctement, enfin on en a parlé très succinctement dans l'article que vous avez avec vous. Alors maintenant sur l'accès des données, là je ne peux pas répondre aujourd'hui et m'engager pour des données qui seront générées dans le plan, mais je pense oui, on est sur ici un financement public, un plan national. Il est probable qu'il y aura des possibilités d'avoir accès à ces données, je pense. Écoute, merci beaucoup Bruno, et merci pour vos questions.